Je m'appelle Olivier Lafitte, je suis mathématicien appliqué professionnel, donc je suis professeur à l'université et chercheur en même temps. J'ai eu une formation qui me permet de faire la modélisation, puisque j'ai eu une formation qui a fait intervenir des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la biologie jusqu'à Bac+3. Après, je me suis consacré aux mathématiques et j'ai fait des mathématiques appliquées pour l'industrie. Un jour, dans ces mathématiques appliquées pour l'industrie, je suis tombé sur des articles scientifiques d'un nommé Evans qui étudiait, avec les mêmes outils que ceux dont j'avais besoin pour un autre problème de la physique, la propagation d'un influx nerveux dans un axone. Et je me suis mis à m'intéresser à l'électromagnétisme et l'électrostatique et l'électrodynamique qui pouvaient se produire dans les axones. Et le titre de l'article que j'ai eu du mal à comprendre au début, c'était l'étude des potentiels électrostatiques et électromagnétiques dans l'axone géant d'un calamar. Alors ça, c'était ma première version, c'est ce que je croyais. En réalité, un copain américain m'a dit que c'était l'axone d'un calamar géant. Donc j'ai appris à cette occasion que les calamars avaient un seul axone important qui transmettait toute l'information. Mais essentiellement, l'article de Evans s'appuyait sur une modélisation faite par deux biologistes qui s'appelaient Hodgkin et Huxley. Cet article faisait suite à 30 ans d'expérimentation in vivo et in vitro sur la mesure des potentiels qu'on pouvait relever au voisinage d'un axone, in vivo et in vitro donc, et des influences avec les ions qui pouvaient se trouver autour de cet axone. Ils en ont tiré un modèle, qui est le modèle qui est depuis leur article de 1955-56, le seul modèle encore utilisé pour la propagation des influx nerveux dans une cellule nerveuse. Et partant de cela, je me suis intéressé à tous les modèles correspondant à ces influx, et pas forcément nerveux. Je me suis intéressé par exemple aux fibres musculaires et à tous les endroits où les choses pouvaient se propager. Et puis après, grâce à d'autres collègues mathématiciens, donc Claire Poignard et Otherette Cavian en particulier, on s'est dit qu'il était possible que toutes les cellules biologiques aient le même genre de comportement face aux ions, et en particulier face aux échanges d'ions entre l'extérieur et l'intérieur à travers la membrane. Et à partir de ça, avec Laurent Schwartz, que j'ai rencontré par hasard dans une marche en montagne il y a 10 ans, on s'est posé des questions sur comment essayer de réécrire un certain nombre de phénomènes biologiques en utilisant les lois de la physique et les lois de la chimie. Et les choses ont l'air de se passer relativement bien pour la compréhension des modèles biologiques utilisant la physique et essentiellement du faible nombre de modèles physiques dont on a besoin pour comprendre l'immense majorité et le très grand nombre de modèles biologiques différents. Et je vais donner deux exemples. En fait, un des exemples sur lesquels on s'est appuyé avec Laurent, qui est le sujet sur lequel on travaille en ce moment, qui nous occupe depuis 2-3 ans maintenant, c'est comment pourrait-on expliquer la croissance et la division cellulaire. Et je vais résumer le modèle de manière très simple. Il y a une première partie, quand la cellule croît, en fait, elle se remplit d'eau, et les ions qui sont naturellement présents à l'intérieur de la cellule, eh bien, ils ne changent pas en nombre, donc leur densité diminue puisque ça se dilue. Donc si la densité des ions diminue, le potentiel électrique à l'intérieur de la cellule augmente puisqu'il est négatif, donc augmente en valeur absolue, il diminue, mais en valeur relative, il augmente. Et ce qui fait qu'à un moment, avec l'interaction avec l'extérieur, cela peut déclencher l'ouverture des canaux ioniques entre la cellule et l'extérieur dans un phénomène absolument identique au phénomène de ce qu'on a vu sur les neurones. Donc, cet afflux d'ions à l'intérieur de la cellule va modifier les équilibres électriques à l'intérieur de cette cellule et va donc modifier à nouveau le potentiel à l'intérieur de la cellule. Et là, une deuxième étincelle se produit quand la différence entre le nouveau potentiel à l'intérieur de la cellule et le potentiel à l'intérieur du noyau de la cellule se met à augmenter. Parce que le noyau de la cellule est aussi chargé et il est entouré d'une membrane qui contient des ions calcium. Donc il y a une sorte de déclencheur qui se produit à un moment qui va rompre cette membrane en libérant les ions calcium. Donc on ne sait pas dans quel ordre ça se fait. Est-ce que c'est l'ouverture des canaux membranaires qui libère les ions calcium et qui détruit
la membrane ou est-ce que c'est le contraire? On n'a pas l'explication pour cela, mais le résultat est qu'il y a un marqueur de la libération des chromosomes qui est l'augmentation faible passagère du nombre d'ions calcium. Donc maintenant que les chromosomes sont libres à l'intérieur de la cellule et que la cellule grossit en doublant de volume, les chromosomes peuvent se répartir selon les images que tout le monde a en tête des chromosomes dans une cellule en train de se diviser, qui forment des choses qui ressemblent étrangement à les lignes de force de champ électrique créées par un dipôle. On peut faire l'expérience en mettant de la limaille de fer sous un dipôle, sous un aimant, et on retrouvera le même genre de phénomène. Donc ça, c'est ce premier exemple. Et ce premier exemple qui me fait penser, et qui fait penser à Laurent Schwartz, médecin cancérologue, qu'une explication de la division cellulaire et la croissance cellulaire pourrait être générée par ces différences de potentiel entre, d'une part, l'extérieur de la cellule et le cytoplasme, et d'autre part, entre le cytoplasme et le noyau cellulaire. Le deuxième mécanisme où on s'est dit que la chimie et la physique et la thermodynamique avaient un rôle important, c'est dans l'étude qu'on a faite de la maladie d'Alzheimer. En fait, la maladie d'Alzheimer est l'apparition dans le cerveau de plaques qui s'appellent amyloïdes, donc des protéines dont je pense que je ne suis pas chimiste, le nom est protéine Tau, et qui sont des plaques beaucoup plus denses et beaucoup plus dures que les autres. Et je me suis posé la question alors, mais est-ce que cela change la structure du cerveau? La réponse est oui. Mais la chose que ça ne change pas, c'est la quantité de matière grise qu'il y a dans le cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des zones où la densité augmente, des zones où la densité reste la même, mais grosso modo, la quantité de matière dans le cerveau des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, donc qui ont des plaques beaucoup plus dures et beaucoup plus denses, est la même quantité en moyenne que les cerveaux des personnes n'ayant pas de problèmes neurologiques, n'ayant pas de problèmes liés à la maladie d'Alzheimer. Donc cette constatation m'a fait dire que c'était non pas un effet de perte de matière cérébrale, mais plutôt d'un effet mécanique sur le cerveau qui avait entraîné, comme on peut faire en tapant sur de l'argile pour la rendre dure, c'est le même phénomène que j'imagine à l'intérieur de la cellule. Et on a même constaté qu'une hypothèse, qui était l'hypothèse que c'était parce qu'il y avait des légères surtensions artérielles au niveau des artérioles dans le cerveau, qui pouvait générer une fatigue au bout d'un nombre très grand de cycles, et donc qui pouvait éventuellement comprimer pour rendre plus dur certaines parties du cerveau. Et cette hypothèse a été en partie confirmée par des expériences des expériences sur des souris, où essentiellement, au lieu de soumettre des souris à des chocs forts au point de vue tête, on les a soumis à des tout petits chocs répétitifs fréquents. Et on s'est aperçu que ces tout petits chocs répétitifs fréquents, donc ça c'est des expériences réalisées avec l'aide et les conseils de Marcel Lévy, qui est un des étudiants en thèse que Laurent a dirigé dans ces dernières années. Et on a pu constater grâce à ça que certaines de ces souris soumises à plus de stress développaient des plaques amyloïdes à l'intérieur de leur cerveau. Donc c'est un indice comme quoi cette hypothèse d'une surpression mécanique en termes de fatigue mécanique sur le cerveau n'est pas une hypothèse à rejeter a priori. Donc voilà les deux points sur lesquels on a travaillé avec Laurent. On est toujours en train de travailler dessus parce que ce sont des modèles quand même qui sont compliqués, où la mise en œuvre de la vérification expérimentale est aussi très compliquée. Ce sont des modèles qui ont l'avantage de présenter de la physique et de la thermodynamique simple, de niveau pas plus élevé que ce qu'on peut apprendre pour quelqu'un qui a un bac plus 2 en matière scientifique, et qui semblent donner des explications plausibles pour beaucoup de phénomènes de la biologie et de la biologie humaine. Donc pour moi, c'est une piste qui est extrêmement intéressante et prometteuse parce que ça permettrait d'avoir une classification de tous les phénomènes biologiques et de leur origine physico-chimique, et que la complexité de la biologie, en fait, a derrière elle une simplicité des phénomènes physiques mis en jeu, qui sont extrêmement peu fréquents. Pour conclure, je me permets de rappeler que, en fait, en physique,
On sait qu'il y a 4 forces fondamentales, la force faible, la force forte, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Donc c'est déjà un nombre très restreint de forces. Et à titre de clin d'œil, Einstein a passé les 20 dernières années de sa vie à essayer de trouver un formalisme, une présentation qui ferait l'unification de ces 4 forces. Et ça, c'est un des sujets encore actuels de la physique de nos jours, où souvent on arrive à en unifier 3 des 4 forces entre elles, mais pas la 4e, selon les modèles considérés. Et c'est les développements de tous les modèles de la physique théorique actuellement. Ben, merci à tous.